Alors bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire mensuel du réseau Reboisement Ligniculture Québec, le 2RLQ. Je me présente, je suis Patrick Benoît, je travaille en tant que conseiller scientifique à la TELUC et je suis responsable de l'organisation des webinaires et du transfert des connaissances au sein du réseau avec mon collègue Raed Elferjani qui en est le coordonnateur. Donc pour votre information, le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré et sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Donc il sera disponible aux personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin. Ce matin, nous accueillons Michel Labrec. Donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, il est chercheur à l'Institut de recherche en biologie végétale qui est situé au Jardin botanique de Montréal et professeur associé à l'Université de Montréal. Il dirige un laboratoire dont l'axe principal de recherche est la phytoremediation, donc le traitement des sols et des eaux usées contaminées par les plantes. Aujourd'hui, ce sont 3 étudiantes de son laboratoire qui vont présenter leurs travaux de recherche en lien avec les phytomédiations. Et je voudrais vous rappeler rapidement la forme que ça va prendre. Après chaque présentation d'environ 12 à 15 minutes, vous serez invité à poser vos questions par écrit aux étudiants avec la fonction questions-réponses qui se trouve en bas de l'écran. Et ça va être Michel qui va animer cet échange. Donc, avant de laisser la parole à Michel, je vais inviter Nicolas Bélanger, qui est le co-directeur scientifique de RLQ, à nous dire quelques mots sur les missions et activités du réseau. Donc, Nicolas, tu as la parole. Merci, Patrick. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis très heureux, en fait, d'accueillir le groupe de Michel aujourd'hui. 3 belles présentations qui nous attendent. Qu'est-ce que c'est que le réseau, le 2RLQ? C'est un réseau principalement de transfert de connaissances et de réseautage qui contribue à l'essor de la plantation d'arbres au Québec. Tant en milieu forestier que aussi dans une perspective de boisement en milieu urbain sur des sites anthropisés, dont les présentations aujourd'hui. Il y a 7 thèmes au total, notamment celle qui est la phytorémédiation et la production de produits biosourcés. Michel est le leader de ce thème-là pour le 2RLQ. Il y a au total 20 co-chercheurs, incluant les co-directeurs scientifiques Nelson Tifo et moi-même. Il y a 8 universités d'impliqués, 2 centres de recherche gouvernementaux. C'est un réseau qui est financé notamment par le FRQNT ainsi que les partenaires du réseau. On en compte 26 au total et on a des partenaires qui s'ajoutent à chaque année. Et également, il y a une quarantaine de collaborateurs, que ce soit des chercheurs universitaires ou encore des chercheurs issus du monde gouvernemental ou même municipal et industriel. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Michel. C'est Michel qui va agir de modérateur là, au cours de cette séance-là. Merci. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Très content d'être là ce matin, mais d'abord, je voudrais remercier les organisateurs là, de nous laisser l'occasion de vous présenter ce que nous faisons dans notre groupe de recherche. Je vais peut-être partager l'écran 2 secondes pour vous montrer 2 images rapides du groupe de recherche. Je pense que vous voyez l'écran. Comme on l'a dit, moi, je suis basé à l'Institut de recherche en biologie végétale, donc qui relève à la fois du Jardin botanique et de l'Université de Montréal. Mon groupe de recherche se constitue d'à peu près une vingtaine de personnes. Évidemment, il y a beaucoup de personnel d'assistants de terrain qui se joignent à l'équipe durant la saison estivale pour nous accompagner dans nos travaux. Mais ce que vous avez à l'écran, c'est beaucoup l'équipe actuelle en février 21. Là. Donc, des étudiants de maîtrise, plusieurs étudiants de doctorat, des postdocs et du personnel assez stable au sein de l'équipe en assistance de terrain ou de professionnels de recherche. C'est une équipe dynamique, formée donc de gens qui viennent d'un peu partout, beaucoup de Québécois, mais des gens qui viennent d'ailleurs aussi. Et puis nos travaux, ils portent sur divers aspects des phytotechnologies. Alors, on fait des travaux autant sur des grandes surfaces, sur des terrains, donc dans des situations très près de l'opérationnel,
mais également, bien sûr, on veut comprendre ce qui se passe. Donc, on a des activités qui se font en laboratoire et à des niveaux d'expérimentation plus précis. On a travaillé sur des sites autour de Montréal. On travaille même en Chine. D'ailleurs, aujourd'hui, Amandine, qui va vous parler, était l'année passée à peu près à pareille date avec moi en Chine pour des collaborations que nous avons avec des partenaires chinois. Donc, phytotechnologie, on va aujourd'hui vous donner un aperçu de ce que nous faisons et on a conçu, enfin, on a réfléchi très longtemps pour ce concept-là, d'aller peut-être plus de la théorie à la pratique. Donc, la première intervenante va vous parler plus d'aspects théoriques et ça, c'est Béatrice. Après, Camille va vous parler plus d'aspects qui se font plus en milieu contrôlé. Et on finira avec Amandine qui vous présentera des choses qui se font plus donc sur le terrain comme tel. Dans la présentation que je vous ai faite de cette image, vous voyez qu'il y a beaucoup de collaboration avec des professeurs. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont encadrés, qui sont co-dirigés. Donc, le sujet qui concerne mes activités de recherche donne lieu à toutes sortes de collaborations parce que les aspects de phytotechnologie et notamment de phytorémédiation nécessitent des compréhensions des communautés microbiennes, des interactions avec l'environnement, avec des aspects qui touchent aussi de l'ingénierie. Donc, vous voyez toutes sortes de collègues et de collaborateurs à ces travaux et je pense que c'est inhérent au type d'activité que je fais. Alors, je vais stopper ceci et je vais vous présenter la première intervenante. Donc, c'était difficile de choisir qui seraient nos représentants pour ce webinaire et on a choisi donc, enfin, il y a des gens qui se sont portés volontaires, je les remercie. Mais notre première intervenante ce matin, c'est Béatrice Gervais-Bergeron, une étudiante qui s'est jointe à mon laboratoire en 2019. Elle s'est inscrite d'abord en maîtrise, elle a fait un passage direct au doctorat. Elle est co-dirigée par mon collègue Pierre-Luc Chagnon et elle s'intéresse aux traits fonctionnels dans une approche de phytorémédiation. Donc, comment on peut utiliser cette science-là qui étudie les traits fonctionnels dans la question des aspects de phytorémédiation. Alors, je vais lui laisser la parole et voilà. Merci. Voilà. Merci, Michel. Donc, bon matin à tous. Vous voyez mon écran? Tout va bien? Oui? Okay, super. Donc, bon matin. Ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui un bref survol de l'approche, justement, comme le disait Michel, particulière, donc d'écologie fonctionnelle en phytorémédiation. Un projet qui vise donc à mieux comprendre et choisir les plantes en phytorémédiation grâce aux traits fonctionnels. C'est une approche qui cherche à intégrer l'écologie fonctionnelle à la phytorémédiation. Et on va donc faire un bref survol des deux disciplines pour en arriver à mon projet. Tout d'abord, la phytorémédiation est une technique de décontamination des sites pollués à l'aide de plantes et de leurs micro-organismes qui sont capables de séquestrer ou dégrader des contaminants. Sur l'image ici, on voit différentes stratégies qu'ont les plantes pour décontaminer, dépendamment du sort qu'elles réservent aux contaminants. Dans mon cas, je m'intéresse particulièrement aux métaux traces et donc à la phytoextraction ou la phytostabilisation, qui sont respectivement l'accumulation de métaux dans la partie aérienne et la récolte de cette biomasse-là pour l'extraire du site, ou l'accumulation de métaux dans la partie racinaire pour l'immobiliser et empêcher la dispersion dans l'environnement. La phytorémédiation a plusieurs avantages, dont celui d'être beaucoup plus économique et écologique que les techniques conventionnelles comme l'excavation de sols pollués vers des dépotoirs. Toutefois, ça prend beaucoup plus de temps comme technique, principalement pour faire pousser les plantes saison après saison, mais parfois beaucoup de temps pour sélectionner simplement les plantes qui sont adaptées à chaque site contaminé. C'est pourquoi mon projet vise à optimiser la sélection des espèces en phytorémédiation qui commencent actuellement avec des critères de sélection ou de dépistage assez généraux. On cherche donc des plantes qui sont tolérantes au stress, soit toxiques à cause des contaminants ou qui résistent bien aux sites perturbés, pauvres en nutriments.
On cherche également des plantes qui sont capables d'accumuler des contaminants ou de les dégrader, et des plantes qui ont un système racinaire développé et une croissance rapide pour vraiment aller chercher le plus de contaminants dans le sol possible. Les espèces qui répondent à un ou plusieurs de ces critères sont par la suite étudiées plus en profondeur dans des études préliminaires, soit très générales ou spécifiques à un certain contaminant ou avec une certaine espèce végétale, pour finalement être testées sur le terrain, voir leur efficacité réelle dans les conditions locales. Le processus peut prendre du temps, voire même des années, et c'est pour ça qu'on s'intéresse en amont du processus à développer des critères de sélection beaucoup plus précis et efficaces pour réduire le nombre d'études préliminaires, par exemple, ou réduire le temps de sélection. C'est pour cette raison qu'on est allé chercher des solutions en écologie fonctionnelle. Qu'est-ce que l'écologie fonctionnelle? C'est une branche de l'écologie axée sur les fonctions des organismes dans un écosystème, donc axée sur leur rôle dans l'écosystème. Si on prend l'exemple ici de cette plante qui possède plusieurs fonctions, ces fonctions-là nous permettent d'interpréter ou d'étudier son rôle dans l'écosystème. Et l'écologie fonctionnelle a développé depuis les dernières décennies ce qu'on appelle des traits fonctionnels, soit des caractéristiques morphologiques ou physiologiques, faciles à mesurer et qui sont corrélées soit à des fonctions de régénération, par exemple, entre la fécondité, on mesure simplement la masse des graines, ou corrélées à des fonctions de stature pour nous donner des informations sur la compétitivité, ou corrélées à des fonctions d'acquisition des ressources, que ce soit de l'eau ou des nutriments. On va donc apparaître leur application, c'est-à-dire l'application des traits fonctionnels, dans plusieurs autres domaines en écologie appliqués. Et on va souvent utiliser les mêmes comme les fameux SLA, LDMC ou LNC, qui sont la surface spécifique foliaire, la teneur en matière sèche ou la teneur en azote, qui sont des traits facilement mesurés sur une simple feuille comme de saule ici. Par la suite, ces traits sont mis en relation sur des axes, par exemple l'axe de régénération avec la masse des graines ou un axe de stature avec la hauteur ou un axe d'acquisition des ressources similaire au spectre économique foliaire. Où d'un côté, on a des plantes d'acquisition de ressources rapides, donc à croissance rapide, et d'un autre côté, des plantes plus de stratégies de conservation des ressources, donc à croissance lente. On voit ici apparaître un espace multivarié, qu'on pourrait dire multifonctionnel, qui nous permet maintenant de positionner précisément des espèces selon leurs traits fonctionnels, comme ici le pissenlit qui serait à croissance rapide, de petite taille et avec de petites graines. Et maintenant, on peut le comparer facilement à une autre espèce totalement différente, comme le chêne, qui est beaucoup plus grand et avec une masse de graines, par exemple, beaucoup plus grande également. Les traits fonctionnels comportent donc plusieurs avantages. Comme on vient de le voir, ils permettent de comparer des espèces, mais sont également très accessibles, faciles à mesurer. On a déjà beaucoup de données disponibles, soit dans la littérature ou dans des bases de données. Il y a un cadre théorique déjà étoffé qui nous permet de facilement interpréter les résultats. C'est finalement des marqueurs écologiques efficaces pour prédire des fonctions, mais aussi des services écologiques comme la séquestration de carbone ou la décomposition. C'est pourquoi on s'est posé la question toute simple, est-ce que, dans notre cas, les traits fonctionnels pourraient prédire des services de phytorémédiation, donc de décontamination, au lieu de simplement de séquestration de carbone? Pour répondre à cette question, on s'est demandé quels traits fonctionnels on pourrait trouver chez les plantes phytorémédiatrices en s'inspirant de deux grands groupes de plantes intéressantes en phytorémédiation, soit les premières, les hyperaccumulatrices, qui peuvent accumuler de 100 à 1000 fois plus de métaux que les plantes normales. Et un autre groupe inspiré des saules arbustifs, qui sont des espèces déjà largement utilisées en phytorémédiation et qu'on reconnaît pour leur efficacité, principalement grâce à leur grande production de biomasse. Tout d'abord, les hyperaccumulatrices, en plus de pouvoir accumuler beaucoup de métaux, sont très tolérantes au stress, ont des systèmes racinaires très développés, mais sont souvent de petite taille, de croissance lente, comme on peut le voir sur la photo ici, de plantes qui se retrouvent naturellement sur des sites qui naturellement ont des teneurs en métaux très élevées. Si on revient à notre espace multifonctionnel, on positionnerait donc les hyperaccumulatrices plutôt ici, c'est-à-dire avec de petites tailles, des croissances lentes et des stratégies plus de conservation des ressources. À l'opposé, si on s'inspire des saules arbustifs, qui sont utilisés en phytorémédiation, entre autres parce qu'ils sont capables d'accumuler des concentrations assez intéressantes de métaux, bien que
beaucoup plus basses que les hyperaccumulatrices. Leur principal avantage est la production de beaucoup de biomasse, autant aérien que racinaire, en plus de répondre bien au recépage et à la récolte de la biomasse au bout de quelques années. C'est également des espèces très tolérantes au stress et qui s'établissent rapidement sur des sites perturbés ou contaminés, comme on le voit ici. Si on revient encore une fois à notre espace multifonctionnel, où on avait positionné nos hyperaccumulatrices plutôt ici, on positionnerait les saules plutôt à l'opposé avec des traits d'acquisition de ressources rapides, à croissance rapide et de plus grande taille. On s'attend donc à avoir des combinaisons de traits similaires aux saules ou similaires aux hyperaccumulatrices, qui soient des combinaisons efficaces en phytorémédiation pour d'autres plantes qui possèdent les mêmes combinaisons. On peut même penser que notre projet de recherche nous permettrait d'identifier d'autres combinaisons de traits possibles, efficaces en phytorémédiation. Ça a pour but de, mieux prédire l'efficacité des plantes en phytorémédiation grâce à leurs traits fonctionnels, mais également, ça aurait le potentiel de pouvoir dépister et évaluer le potentiel phytorémédiateur de centaines de nouvelles plantes pour lesquelles on aurait simplement besoin de déterminer leurs traits fonctionnels ou d'aller les chercher sur des bases de données comme une base de données TRI qui possède déjà plus de 200 000 espèces. Pour répondre à ces hypothèses et à cette question, on a fait un projet de recherche en deux grandes parties, soit des analyses de synthèse et des saules arbustifs. Tout d'abord, on s'intéresse aux hyperaccumulatrices qui sont regroupées sur une base de données et on les met en relation avec leurs traits fonctionnels, donc sur la base de données TRI, qui comprend les traits fonctionnels de plus de 200 000 espèces. Et on s'intéresse à savoir si les hyperaccumulatrices ont des traits uniques et particuliers qui nous permettraient de dépister davantage d'hyperaccumulatrices. En deuxième lieu, on va faire une revue de littérature systématique qui va nous permettre de regrouper des centaines d'espèces qui ont déjà été testées en phytorémédiation, de les mettre en lien, encore une fois, avec leurs traits fonctionnels sur la base de données et d'essayer de construire des modèles qui pourraient nous permettre de prédire leur efficacité en phytorémédiation grâce à leurs traits fonctionnels. En deuxième lieu, on a déjà mis en place deux expériences avec des saules arbustifs, dont une qui est sur une friche industrielle dans l'est de Montréal, un projet auquel je me suis greffée, dont Amandine va nous parler plus en détail dans sa présentation. La deuxième expérience constitue des assemblages de saules dans de gros bacs, donc des mésocosmes, dans les serres du jardin botanique, où on s'intéressait à prédire les traits fonctionnels et les services de phytorémédiation d'assemblage de saules. On avait donc des bacs à 1, 2 ou 3 espèces de saules. Rapidement, un petit résultat préliminaire concernant cette dernière expérience, donc l'assemblage de saules. Ici, on peut voir chaque point étant un mésocosme et dépendamment de ses traits fonctionnels. On voit ici les monocultures, donc les bacs à une espèce, Salix discolore, Salix intérieur et Salix purpurea. Et on voit entre les deux les assemblages de saules qui comprenaient, par exemple, ici, entre la 1 et la 2, ici, la 2 et la 3, et en bleu, composé de 3 et de 1, pour finalement avoir le mélange à 3 espèces qui se retrouvent plus ou moins au centre. Ce que ça nous dit, c'est que un assemblage de saules est plus ou moins, les traits en fait des assemblages, est plus ou moins la moyenne entre les traits de chacune de ces espèces. Ce qui nous permet de penser qu'on pourrait déterminer le service de phytorémédiation d'un assemblage de saules à l'aide de ces traits fonctionnels. Potentiellement, on pourrait donc avoir les traits fonctionnels de plusieurs saules et pouvoir prédire ou adapter des assemblages de saules aux conditions des terrains, dépendamment des traits fonctionnels. J'espère donc dans les prochaines années avoir plus de résultats intéressants par rapport à cette approche. Merci énormément de votre attention, puis ça va me faire plaisir de répondre aux questions. Un gros merci, Béatrice, pour cette belle présentation. C'est une belle mise en bouche là, pour ce qui va suivre et vous avez compris que cette approche, elle est plus, pour l'instant, plus théorique, bien qu'on applique ces paramètres-là et cette approche théorique à des choses qui sont beaucoup plus concrètes
tant au champ que dans le cadre d'une expérience là, qui a été conduite en milieu contrôlé. Normalement, je devrais voir s'il y a des questions, mais il y a beaucoup de questions, on dirait. En tout cas, je pense Moi, pas j'en que... aurais une, Michel. Ah, ben allez-y, oui, merci. C'est Oui, Nelson, hein, c'est ça? peut-être en attendant. Et Ouais. là, oui, et là, il y en a qui apparaissent. Donc, je vais être D'accord, merci. rapide. Merci pour la présentation, Béatrice. C'était vraiment fascinant. Je me demandais, est-ce que tu peux donner quelques détails sur l'expérience en mésocosme? Est-ce que ces assemblages sont soumis à différents stress ou bien ce que vous avez isolé, c'est vraiment le mélange d'espèces? Oui, on m'entend? Oui. Oui, c'est principalement les mélanges. On a donc, un peu comme sur le terrain, on a reproduit un mélange de sol assez homogène, un sol contaminé industriel, donc à faible concentration de métaux lourds et certains hydrocarbures. Donc, c'était vraiment un sol uniforme pour tout le monde, des conditions uniformes. Puis on s'intéressait vraiment à savoir si on pouvait prédire les traits et les services des assemblages à l'aide de l'information qu'on avait dans les monocultures. OK, merci beaucoup. Là, effectivement, il y a des questions. Alors, je vais en prendre une ou deux. Là. Il y a une question qui nous vient de Louis-Olivier Cardinal, de je ne sais pas où, mais qui nous demande si Salix nigra et les saules pleureurs pourraient aussi jouer le même rôle. Qu'en penses-tu, Béatrice, de phytorémédiateurs de décontamination? Mais oui, on avait d'ailleurs, en même temps que mon expérience de mésocosme, il y avait une autre expérience à côté avec des saules de Salix nigra. C'est une chose de penser qu'on pourrait arriver à faire de la décontamination avec de gros arbres comme on les voit sur le bord des rivières, mais il est possible de les produire plus du type arbustif aussi pour les mêmes utilités. N'est-ce pas, Michel? Oui, tout à fait. Effectivement, je pense que tu réponds bien. Je ne vais pas détailler, mais tu as tout à fait raison. Il y a une autre question qui nous vient de Mme Oliszewska du Sérum. Est-ce que vous avez fait une étude économique en chiffres là, de rentabilité de la phytorémédiation par rapport à d'autres méthodes de gestion? Et quelle est la gestion de traitement de biomasse? Une fois que la biomasse est chargée en métaux, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? C'est la question qui nous vient souvent. Okay. Je ne sais pas si tu peux répondre à ça, Béatrice, mais... Pour la partie économique, c'est pas mon domaine, c'est pas ma spécialité, mais souvent, il y a déjà eu beaucoup d'études qui ont été faites par rapport à ça qui prouvaient que par rapport à une gestion qui a besoin de beaucoup d'opérations avec des camions et de déplacer et tout ça, le sol, c'était beaucoup plus économique, de simplement faire un traitement avec les espèces végétales. C'est sûr que si on prend en considération le coût du terrain ou la spéculation dans le temps, ça peut jouer sur le facteur économique de cette stratégie-là. Et sinon, pour le coût des traitements de la biomasse, une fois extraite, ça va dépendre si on a trouvé des applications à cette biomasse-là. Il y a certaines personnes dans notre laboratoire qui cherchent d'ailleurs des applications, par exemple au sol, si on pourrait les réutiliser. On peut soit faire du biogaz en ce moment ou peut-être extraire d'autres molécules pour d'autres utilités. Il y a aussi, ça dépend de la concentration. Par exemple, sur le terrain de Montréal-Est, il y a tellement de biomasse produite qu'on arrive à extraire des métaux, mais la concentration en tant que telle dans la biomasse n'est pas nécessairement problématique. Et donc, ça nous permet de, en plus, extraire des métaux, mais comme diluer dans la biomasse. Et comme la biomasse n'est pas toxique, on peut l'utiliser pour d'autres utilités comme des clôtures ou peu importe. Après ça, ça serait à évaluer si on veut les refaire décomposer ailleurs pour être sûr de ne pas juste déplacer les métaux à la longue. Mais... Oui. Tu réponds très bien. Effectivement, il y a dans le groupe, sous ma responsabilité, il y a un étudiant là, qui fait un doctorat avec un partenariat avec un économiste. Et on regarde les aspects économiques de la phytorémédiation qu'on inscrit évidemment dans un esprit d'économie circulaire. Il y aura
prochainement d'ailleurs des annonces là, qui vont être faites pour des débloquements de nouvelles activités dans l'Est de Montréal en soutien avec la ville, l'arrondissement et différents partenaires. Donc, c'est à suivre. Là, il y a plein de questions et je pense qu'il faudrait peut-être que je passe à... C'est dommage, on n'aura pas le temps de toutes les prendre. Je dois m'en excuser. Je vois des questions fort intéressantes, mais il y a aussi des présentations intéressantes qu'il faut entendre. C'est le but, là. J'imagine qu'il y aura moyen peut-être de donner suite. Je ne sais pas comment on peut répondre éventuellement aux questions, mais... À la fin, Michel, D'accord. Si on a du temps, parfait. On va peut-être prendre d'autres questions, là. Alors, OK. Ceux qui veulent rester, là. D'accord, parce que je voudrais bien que les deux autres présentatrices aient le temps de nous présenter. Alors, je vais demander peut-être à Béatrice de cesser son partage d'écran. Et puis, notre prochaine conférencière, présentatrice, c'est Camille Auger. Camille, elle s'était ajoutée ou arrivée dans notre équipe en janvier 2020, donc juste avant la pandémie. C'était pas l'idéal, mais elle a brillamment réussi à mettre en place son projet de recherche et conduit son terrain, son étude de terrain au cours de l'été dernier dans les conditions pas évidentes. Mais je voudrais juste dire, avant de lui laisser la parole, que son projet s'inscrit dans un très grand projet financé par un CRSNG RDC, coopératif, et qui implique plusieurs partenaires, dont Yves Comeau de la Polytechnique. Et on a un très beau partenariat avec deux entreprises, Waste Management, là, qui est une multinationale qui fait le traitement de déchets, et Ramea Phytotechnologies, dont on a entendu beaucoup parler dans les journaux, puis même à la radio en fin de semaine. Là, ce sont des partenaires précieux de notre groupe de recherche qui sont des spécialistes de production de saules et d'application de saules à différentes phytotechnologies. Donc, Camille, son projet s'inscrit dans ce projet que l'on mène à Sainte-Sophie. Je ne veux pas brûler ces punchs, là. Je vais la laisser parler. Puis s'il faut que je donne un complément d'information, je le ferai après. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Camille. Oui, salut tout le monde. Je vais vous parler, c'est ça, de mon projet de maîtrise qui, comme Michel a mentionné, j'ai réalisé en fait l'été passé les manipulations. Puis en ce moment, là, je suis pas mal dans la rédaction puis dans l'analyse des données. Fait que je vais avoir des résultats préliminaires à vous montrer tout à l'heure pour tout ça. Je vais essayer de changer. OK. Donc, pour une petite mise en contexte, en fait, concernant le Lixivia, à chaque année, au Québec, 122 millions de mètres cubes de matières résiduelles sont envoyés dans un des lieux d'enfouissement technique du Québec. Et ce qui se passe, en fait, c'est lorsqu'il pleut, l'eau va percoler au travers des couches de déchets. Puis, on va se ramasser, en fait, avec un liquide chargé, entre autres, en azote ammoniacal, qui est le Lixivia. Malheureusement, le Lixivia, c'est toxique. On ne peut pas l'envoyer directement dans l'environnement comme ça. Ça peut causer l'eutrophisation des plans d'eau, l'acidification des milieux. Il faut faire un traitement au Lixivia afin de retirer une certaine portion de l'azote ammoniacal avant de faire un rejet dans l'environnement afin qu'il atteigne les normes dictées par le ministère de l'Environnement. Malheureusement, les traitements conventionnels qui sont utilisés présentement pour Lixivia sont coûteux. On compte entre 10 à 30 $ par mètre cube de Lixivia. C'est plusieurs milliards de dollars à chaque année au Québec qui sont investis là-dedans. C'est pour ça qu'une des méthodes qui est étudiée présentement, en fait, ce serait d'utiliser la phytorémédiation afin de traiter le Lixivia. Comme Béatrice en avait parlé, c'est une méthode qui est plus économique, moins énergivore. Le concept, en fait, sur lequel ça se base, c'est que les plantes vont absorber l'azote ammoniacal et l'utiliser pour leur croissance, en fait. Puis, c'est de là que part le projet, en fait, Phytovalix, qui est un projet de phytotraitement de Lixivia généré par un lieu d'enfouissement technique à l'aide de saules en climat nordique. C'est un projet qui a commencé en 2018, qui comprend plusieurs partenaires, dont Waste Management, qui est une des plus grandes compagnies, en fait, de traitement de déchets au Québec. Ramea Phytotechnologies, qui se spécialise dans l'utilisation des technologies à l'aide de saules. Ensuite, les chercheurs de l'Université de Montréal, de Polytechnique et de l'Institut de recherche en biologie végétale.
Peut-être que vous me demandez pourquoi le saule. En fait, là, il y a plusieurs raisons qui en font une espèce vraiment très intéressante pour ce projet-là. Tout d'abord, c'est une espèce avec un taux d'évapotranspiration élevé. Donc, elle va absorber beaucoup d'eau. Puis, par le fait même, en fait, elle va absorber beaucoup de lixiviat. Fait qu'on va pouvoir traiter des grandes quantités avec un seul saule ou avec moins de saule qu'une autre espèce de plante. Ensuite, c'est une espèce qui est facile d'établir. On peut la partir avec des boutures. Donc, un petit bout de bouture peut faire une grande plante. Ensuite, c'est une plante qui a besoin de peu d'entretien pour les cultures. Encore une fois, peu de coûts engendrés de ce côté-là. Ensuite, c'est une plante avec des croissances rapides. Donc, elle va utiliser beaucoup de nutriments pour sa croissance. Donc, elle va retirer beaucoup d'azote du lixiviat. Ensuite, c'est une plante des milieux humides. Puis, quand on traite le lixiviat, en fait, on va arroser le sol. Donc, le sol va être gorgé d'eau une grande partie du temps. Donc, il faut que les plantes soient capables de résister à cette contrainte-là. Et finalement, c'est une plante qui a la capacité à absorber de nombreux polluants, dont l'azote ammoniacal. L'objectif pratique, en fait, du projet Phytovalix, là, vraiment, c'est de traiter le plus grand volume de lixiviat possible sans altérer la physiologie et la croissance des saules, puisque ça représente une biomasse d'intérêt qu'on peut faire, en fait, avec les saules une fois qu'ils sont coupés, des murs anti-bruit, du bois raméal fragmenté. Donc, c'est important d'avoir des saules en santé à la fin de l'expérience pour pouvoir les revaloriser. Ça a donc amené la question de recherche à savoir quelles espèces de saules ont la capacité de résister et de développer des réponses en contexte d'inondation et de présence d'azote en forte concentration. Donc, l'inondation et l'azote, c'est vraiment les deux composantes principales du lixiviat qui proviennent des lieux d'enfouissement technique qui peuvent causer en fait des contraintes à la croissance des saules. C'est donc un des objectifs en fait de mon projet d'étude pour ma maîtrise, c'était de vérifier comment est-ce que l'inondation et la surfertilisation en azote vont affecter la productivité en biomasse des espèces de saules utilisées. Pour ce faire, on a choisi 4 espèces de saules. J'ai commencé par la droite ici. En fait, on a Salix miabena, SX64, qui est l'espèce qui est utilisée présentement sur le site de Phytovalix. C'est une espèce qui est utilisée dans plusieurs projets de phytoremédiation, dont de lixiviat. Elle a fait ses preuves à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a décidé de l'intégrer dans le projet. Ensuite, on a choisi 3 espèces, Salix amygdaloides, Salix bebiana et Salix nigra, qui sont des espèces indigènes, ce qui pourrait être souhaitable, en fait, d'un point de vue écologique, de les intégrer dans ce genre de projet-là. Je vais vous parler un peu plus tard pourquoi ils ont été choisis, mais c'est puisqu'ils ont des compétences, en fait, des niveaux d'adaptation différents à l'inondation et à l'azote. Pour les traitements, 5 traitements, dont un témoin. Le témoin, en fait, les plantes étaient arrosées de façon régulière et ils ne recevaient pas d'azote. Pour le traitement d'inondation, il était mis dans des bacs avec un niveau d'eau qui allait jusqu'à 5 à 10 cm en dessous du niveau du sol des saules. Comme ça, le sol était complètement saturé d'eau. Ensuite, on avait le traitement d'azote où on leur mettait une dose d'azote à chaque semaine qui équivalait à 800 kg d'azote par hectare par saison de croissance, ce qui ressemble en fait aux chiffres qu'on peut trouver dans le lixiviat du lieu d'enfouissement technique de Sainte-Sophie. Ensuite, un traitement qui combinait l'inondation et l'azote. Donc, encore une fois, il était dans des bacs avec de l'eau et il recevait une dose d'azote. Finalement, on a un traitement qu'on appelle le traitement cyclique. C'est un traitement qui représente un peu une alternative d'application du lixiviat qui a pour but, en fait, de limiter les effets néfastes de l'inondation sur les saules afin d'avoir un meilleur traitement du lixiviat. Comme vous pouvez voir là, dans le petit schéma, il reçoit une double dose d'azote puisque, en fait, une semaine sur 2, il reçoit la double dose d'azote qui est dans le bac avec de l'eau. Et la semaine suivante, il ne reçoit pas l'azote et on vide le bac de l'eau. Donc, il y avait comme un petit peu une pause. Là. Fait qu'une semaine sur 2, il était en pause, en fait, là, de lixiviat. Donc, pour vous donner une idée, ça ressemblait à ça, en fait, le montage. Là, c'est un des blocs expérimentaux. Fait qu'on retrouve les 4 espèces et les 5 traitements agencés à l'intérieur de ce bloc-ci. Pour les hypothèses, de façon générale, on s'attendait vraiment à ce que les 4 espèces de saules choisies aient la capacité de s'adapter aux conditions d'inondation et également à la fertilisation à l'azote. De façon plus précise, on s'attendait à ce que Salix miabena soit notre espèce qui allait être le moins affectée en fait par les traitements. Et à l'opposé du gradient, Salix bebiana qui allait être l'espèce la plus impactée, puisque c'est une espèce en fait qu'on retrouve parfois dans les milieux xérés. Donc, elle pouvait peut-être être affectée négativement en fait par les traitements d'inondation. Quant à Salix nigra et Salix amygdaloides, nigra en fait
On l'a placé avant Amygdaloides, puisque c'est une espèce qui est utilisée dans certains projets de phytoremédiation. Pas de Lixivia, pas avec de l'azote, mais puisqu'elle a déjà la capacité de s'adapter à certains polluants, on s'attendait qu'elle allait être moins affectée par ces conditions-là. Ensuite, par rapport au traitement, bien sûr, on a le témoin en haut, puisque c'est notre traitement de référence. Donc, on s'attendait que les sols allaient être le moins affectés négativement dans ce traitement-là. À l'opposé, pour les plus affectés, on s'attendait à ce que les deux traitements seuls, donc l'inondation seule et l'azote seul, allaient être ceux qui allaient le plus affecter nos traitements. On s'attendait en fait qu'ils allaient être plus affecter négativement nos espèces que les traitements d'inondation et azote combinés, puisque l'inondation peut en fait occasionner un lessivage des éléments nutritifs qui viendrait être compensé en fait par l'ajout d'azote. Et à l'inverse, l'azote seul peut venir avoir un effet négatif sur les racines, peut venir les brûler s'il est trop concentré. Et avec l'inondation, on s'attendait à venir diluer. Puis finalement, comme j'ai mentionné, l'inondation azote cyclique aurait moins un impact négatif que le traitement permanent. Maintenant, par rapport aux résultats préliminaires, je vais commencer par vous parler de la croissance. J'ai un petit graphique ici pour chacune des espèces avec à l'intérieur les 5 traitements. Donc, on a l'azote, le cyclique, l'inondation plus azote et finalement notre témoin en bleu pâle. Ce qu'on peut remarquer ici, en fait, c'est que l'inondation, le traitement d'azote seul pour Salix, Miabena et SIX64, c'est vraiment celui-là qui s'est démarqué par rapport aux 3 autres espèces. Sinon, c'est en fait pour toutes les espèces, c'est le traitement d'azote qui a été le meilleur, celui qui a eu la plus grande croissance en fait, à l'exception en fait de Nigra ici, qui n'a pas de différence significative entre le traitement d'azote et le traitement cyclique. Alors qu'on s'attendait que l'azote vienne avoir un effet négatif sur la croissance. Finalement, les sols peuvent peut-être en prendre plus qu'on croyait. Là, vraiment, ils ont pu l'absorber et ça n'a pas impacté négativement, ça a même impacté positivement leur croissance. Ensuite de ça, si on compare les traitements d'inondation et inondation plus azote, comme je vous disais, on s'attendait que le traitement d'inondation seul, en fait, aurait un effet négatif et qui serait contré par l'ajout d'azote, donc un traitement azote plus inondation. Mais finalement, il n'y a pas eu de différence significative pour les 4 espèces entre les 2 traitements. Donc, peut-être qu'en fait, là, à cause que les bacs étaient fermés, il n'y a pas vraiment eu de lessivage des éléments nutritifs, puis aussi peut-être qu'en une seule saison de croissance, il n'y a pas eu cet effet-là à ce niveau-là. Ensuite, si on compare avec le traitement cyclique en jaune, on s'attendait que ce soit un traitement qui allait être supérieur aux autres traitements d'inondation. Et c'est le cas, il est supérieur ou égal en fait là, aux 2 autres traitements d'inondation. Donc, la pause d'une semaine sur 2 aurait vraiment eu un effet bénéfique pour la croissance de nos sols. Ensuite, si on compare entre les 4 espèces par traitement, ici, pour le traitement cyclique, on ne regardera pas trop Bébiana pour l'instant, puisque dans le traitement d'inondation, tous les traitements d'inondation, il n'y a pas eu de grand succès à ce niveau-là. Mais pour les 3 autres espèces, Amygdaloides, Nigra et SX, il n'y a pas eu de différence significative, en fait, entre les 3 espèces pour le cyclique. Même chose au niveau du traitement d'inondation. Puis, finalement, encore la même chose pour le traitement d'inondation et azote. Donc, et aussi c'est fait pour le traitement témoin. Donc, il n'y avait pas de différence significative entre les 3 espèces. Donc, Amig et Nigra ont quand même réussi à avoir le même taux de croissance que Salix Miabena, qui était comme notre espèce championne là, à laquelle on s'attendait. Finalement, si on compare, c'est ça comme je vous disais, là, toutes les espèces ensemble avec tous les traitements, on voit vraiment que Salix baebiana, c'est celui qui a été le plus impacté négativement par les traitements d'inondation. Puis, on s'y attendait, puisque je vous le disais, c'est une espèce qu'on retrouve parfois dans les milieux xériques, qui est moins habituée là, aux longues périodes d'inondation. En fait, là, elle ressemblait à ça dans plusieurs de nos bacs à la fin de l'expérience. Ensuite, un autre résultat dont je vais vous parler, c'est le ratio de biomasse. Donc, c'est le ratio de la biomasse sèche racinaire sur la biomasse sèche aérienne. Ce qu'on s'attendait, en fait, c'est que ce qui est bien connu, c'est que l'azote va venir favoriser, stimuler la croissance foliaire. Et selon la littérature, l'azote aurait soit aucun effet sur la biomasse racinaire ou un effet négatif. Et nous, ce qu'on a observé ici, donc si on regarde en gris, c'est les 2, et en
bleu pâle, c'est les 2 traitements où il n'y avait pas d'azote, alors que les 3 autres traitements, c'était ceux avec l'azote. Et les 2 traitements, en fait, sans azote, avaient un plus grand ratio que les traitements avec azote. Donc, c'était ce à quoi on s'y attendait. Par contre, de façon concrète, ce qu'on a vraiment observé sur le terrain, c'est que les racines ont été stimulées quand même par l'ajout d'azote. Fait que si on compare ici, ça c'est un traitement avec azote, toute la même espèce, versus un traitement témoin. Donc, la seule différence entre ces deux-là, c'est qu'il y avait un apport d'azote dans un et pas dans l'autre. On voit que la biomasse racinaire du traitement d'azote a été est supérieure à celle-là du traitement témoin. Fait que ça va être à faire là, plus tard. Je vais faire des analyses statistiques à voir pour creuser un peu plus profondément sur le sujet ici, là, voir est-ce que l'azote a vraiment stimulé les racines. Donc, les 2 conclusions qui sont tirées pour l'instant dans le projet. Salix amygdaloides et Salix nigra sont 2 espèces qui sont indigènes, qui pourraient être à considérer pour le traitement du lixiviat, puisque leur croissance n'a pas été impactée négativement n'a pas été significativement comparable en fait au Salix niabena. Et finalement, le traitement cyclique, c'est une alternative intéressante d'application du lixiviat. Donc, ça pourrait être intéressant de l'intégrer de façon plus concrète dans le projet. Donc, c'est ça. Merci d'avoir écouté. Merci beaucoup, Camille. C'était très bien. Et puis, merci d'avoir respecté le temps. Ça, c'est toujours le défi. Et c'est très court, on le sait. Il y a une question qui nous vient encore une fois de Mme Oliszewska. Elle demande sur la base de quelles données on a décidé les niveaux d'inondation, si je comprends bien la question, ou la dose d'arrosage. Oui. Tu penses? Oui. En fait, l'objectif, c'était vraiment juste d'avoir un sol saturé en tout temps, donc de ne pas avoir de la variabilité dans les traitements d'inondation. Quand il était rempli d'eau, puis on essayait, c'est ça, de toujours avoir un certain niveau d'eau, mais le sol était toujours saturé, ça peu importe. Même pendant les canicules, mettons, de cet été, on avait toujours un sol saturé d'eau. Exact. Ouais. En fait, tu réponds très bien. Et puis, l'idée, c'est, comme tu l'as bien indiqué aussi dans ton introduction, c'est pour une compagnie comme Waste Management, qui d'ailleurs, ce qui est intéressant peut-être à vous communiquer, c'est que Waste Management sont suffisamment satisfaits des premières, des résultats. Là, ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille avec eux, qu'ils pensent à appliquer cette technologie-là dans plusieurs de leurs sites à travers l'Amérique du Nord. Puis il y en a plusieurs centaines. Donc, des projets comme ce que l'on fait à petite échelle dans un cadre expérimental, quand ça donne des résultats qui peuvent s'appliquer à la grandeur de la planète, là, pratiquement, en tout cas du continent, pour nous, c'est très, très gratifiant. Et c'est vrai que pour eux, plus on pourra traiter des lixiviats par des phytotraitements comme ceux-là, plus c'est économique, bien sûr. Là, ils sauvent énormément de coûts parce que les conditions de rejet ont été resserrées, entre autres au Québec et dans le reste du Canada aussi. Et ce qui était possible de faire il y a quelques années n'est plus possible. Donc, pour eux, c'était des enjeux de millions de dollars, si ce n'est pas plus, là. Et c'est sûr que donc ils sont intéressés. Et puis, il y a une question de Chloé Fredette que je salue au passage. Très intéressante présentation sur les photos. Des racines semblent très négativement impactées par le traitement lixivia, notamment le traitement azote plus inondation. Les boutures avaient-elles été enracinées au préalable ou croyez-vous que ce serait cet effet observé sur des plants qui étaient, si on avait mis des plants enracinés déjà? C'est une bonne question. Je ne sais pas si tu comprends la question, Camille. Non, je ne suis pas trop sûre de comprendre. La question, c'est, on a constaté qu'il y avait des impacts importants là, à l'inondation, entre autres, là, sur le développement racinaire. Et la question de Chloé, c'est est-ce que ça aurait été mieux de démarrer des boutures qui avaient déjà des racines ou alors de mettre une bouture? Parce que nous, on a utilisé des boutures sans... non, en fait, je peux répondre à la question. Oui, effectivement, les boutures ont quand même eu, je pense, 2 mois de croissance avant de subir les traitements. Donc, il y avait quand même des racines, mais pas tant non plus à ce niveau-là. Là, quand on ressortait, mettons, les bébianas dont je vous ai parlé qui étaient morts dans le traitement d'inondation, ça avait
des mini racines. Là. Peut-être qu'effectivement, ça aurait permis de mieux survivre au traitement d'inondation s'il avait été enraciné une plus longue période de temps avant de commencer les soumettre au lixiviol. Oui. Écoutez, je pense qu'il y avait peut-être une autre question. Pour quelle raison vous n'avez pas choisi salix discolor ou salix intérieur ou salix purpurea? Bonne question. Oui, on a fait des choix, puis je dois avouer aussi qu'en temps de pandémie, c'était un petit peu difficile. Les choix étaient plus limités, en fait, avec... pour les livraisons, on a déjà eu de la misère, en fait, à obtenir tous nos saules à temps, puis toutes les espèces qu'on voulait, puis le bon nombre. Là, fait que ça a limité, mais c'est quand même, on a eu quand même un bon gradient intéressant afin de voir, parce qu'un des autres objectifs, c'est d'observer les réponses, en fait, aux inondations. Fait qu'on veut avoir un gradient à ce niveau-là entre les espèces pour observer des différences. Là. Tout à fait. Alors, la recherche expérimentale, c'est aussi l'art de faire des compromis, et c'en était un, effectivement. Ben, je vais peut-être m'arrêter. Michel, il y avait Nicolas qui voulait poser une question. Ah, excuse-moi, Nicolas, je n'avais pas vu. Oui, peut-être, Camille, est-ce que tu connais les formes d'azote dans tes pots? Parce que je pose la question parce que dans des projets de déforestation, d'une ancienne mine, là, on reconstruit les sols avec des biosolides municipaux, des bouts de désancrage. On a beaucoup de problèmes d'azote ammoniacal notamment. Puis on a vu que le sol performait vraiment pas bien, là, SX 61, 64, alors qu'on a des espèces du peuplier hybride qui performent vraiment bien dans les mêmes conditions. Est-ce que tu connaissais tes pH de tes pots? Pour essayer de comprendre un peu ce qui était disponible, là, quelle forme d'azote était disponible pour les... Oui, j'avoue, j'ai les résultats, mais je dois t'avouer que je ne m'en rappelle pas par cœur. Tout ça, là, je pourrais regarder plus tard. Je suis bien curieux de savoir, oui. On pourra préciser ça, effectivement, mais on pourra te revenir, Nicolas, ou transmettre la réponse à ta question qui est pertinente. Je pense que pour respecter l'horaire, là, je vais m'arrêter ici et je vais demander peut-être à Camille de cesser le partage de son écran et vous présenter la prochaine conférencière. C'est Amandine Bonnet qui va vous parler. Amandine, elle a fait un doctorat, donc elle est détentrice d'un doctorat qu'elle a obtenu de l'Université de Limoges, oui, excuse-moi, il y a quelques années. Elle s'est jointe à mon équipe d'abord pour venir faire un mémoire de maîtrise avec la santé publique. Elle était inscrite au département de santé publique de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et elle va s'intéresser aux interactions de santé publique avant qu'on parle de pandémie puis que toute la santé publique soit concentrée sur la COVID. Là. On parlait d'autres choses aussi en santé publique, dont les problèmes liés à la manipulation de sols contaminés, etc. Puis donc, c'est pour ça qu'elle est venue, mais puisqu'elle avait beaucoup d'intérêt, elle avait fait son doctorat en phytorémédiation en France, elle s'est inscrite finalement comme stagiaire postdoctorale. Et depuis, elle est un élément important de mon groupe de recherche. Elle coordonne plusieurs projets, dont celui dont elle va vous parler aujourd'hui. Vous avez vu, donc, on a parlé de théorie, on a parlé d'expérience en milieu très contrôlé avec des différents traitements. Alors, Amandine va vous présenter ce que l'on fait de la recherche et du savoir qu'on accumule, comment on le met en pratique dans un cadre beaucoup plus près des opérations et du vrai travail de phytorémédiation. Et ça se passe dans l'est de Montréal où on a plusieurs sites où on travaille pour nous, c'est comme des laboratoires vivants et on s'en sert pour faire plusieurs de nos projets. Alors, je vais laisser Amandine vous présenter ce dont elle a à nous parler aujourd'hui. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? C'est bon, oui. OK. Donc, bonjour à tous. Donc, comme vous l'a dit Michel, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter un exemple qui est beaucoup plus appliqué de la phytoremédiation, avec notamment un projet de banc d'essai pilote à grande échelle que nous avons débuté en 2016 et qui a été implanté sur des friches industrielles qui sont situées dans l'est de l'île de Montréal. Donc, le point de départ, il débute autour de la problématique des friches industrielles qui, en gros, pour faire simple, peuvent être définies de la façon suivante. Donc, en fait,
se présente sous la forme de terrains abandonnés, qui se situent en zone périurbaine, qui comportent souvent des bâtiments, mais qui sont complètement vacants, donc inutilisés. Et souvent, ces terrains, ils sont contaminés de par leur passif industriel. Donc, au Québec, en janvier 2021, on comptait à peu près 11 300 terrains contaminés, 2 300 environ dans le Grand Montréal et 90 à Montréal-Est. Donc, en 2016, il y a un partenariat qui s'est mis en place entre l'IRBV et la Ville de Montréal, et ça a conduit donc à la mise en place d'un banc d'essai qui utilisait cette technologie, donc la phytoremédiation, pour pouvoir décontaminer 4 hectares de terrain qui étaient situés dans l'est de l'île de Montréal. Donc, c'est un projet qui a eu lieu en 2 phases. Une première phase qui a débuté donc en 2016 et qui s'est terminée en 2019, et dont le but était d'évaluer le potentiel de phytoremédiation de différents traitements et, in fine, donc sélectionner les plus prometteurs. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure. La seconde phase, qui a débuté l'an dernier, donc dans cette phase-là, nous souhaitons optimiser les capacités phytoremédiatrices des plantes, mais aussi on veut démontrer qu'il y a une valorisation qui est possible de ces terrains de phytoremédiation. Donc, j'aborderai aussi cette partie-là dans la présentation. Donc là, je vais commencer par vous localiser un peu où se situent ces sites de phytoremédiation et également vous présenter leurs problématiques de contamination. Donc, ce banc d'essai, comme je vous l'ai dit, il a débuté en 2016 dans l'est de l'île de Montréal, notamment au niveau de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, et il comporte 4 sites d'environ 1 hectare chacun. Et de 2016 à 2019, on a implanté 1 site par année. Donc là, vous pouvez vraiment constater avec cette vue aérienne qu'on est vraiment dans une dominance de très minéral, très gris, avec beaucoup de béton, qui est typique des friches industrielles. Et puis, on a quelques petits îlots de verdure avec notamment les jardins des riverains qui s'intercalent dans ce paysage, et également nos 4 sites qui sont implantés au milieu de tout ça. Donc, on sait qu'il existe une panoplie de contamination, et pour connaître la contamination initiale de ces 4 hectares de terrain, il a fallu qu'on ait une idée de l'historique un peu de cette zone-là pour pouvoir cibler les contaminants qui étaient les plus potentiellement présents sur le site. Donc, on a fait une grille de tranchées sur l'ensemble des sites à différentes profondeurs de sol, et on a ciblé 41 composants organiques et 15 éléments traces métalliques. Donc, en fait, les résultats de ces analyses, ils nous ont révélé que globalement, sur ces 4 sites, la problématique a tourné autour de la présence à des niveaux très, très élevés de cuivre, de sélénium. Il y a certains hydrocarbures aromatiques polycycliques et des hydrocarbures pétroliers, donc qui se trouvaient à des seuils supérieurs à la plage CD, voire au seuil D du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, bien entendu, ce n'était pas réparti sur l'ensemble des sites, c'était ce qu'on appelle des hotspots. Donc, à certains endroits, il y avait des endroits, c'était moins contaminé, mais d'autres plus. Mais les plus problématiques, comme je vous dis, c'est ceux que je vous cite sur cette diapositive. Donc, en fait, là, maintenant, je vous présentais les différents traitements qu'on a mis en place sur les sites et également quelques résultats. En fait, comme mes collègues vont pu vous en parler auparavant, on travaille avec des espèces de sol et de peupliers, donc des espèces ligneuses qui ont une croissance rapide. Puis, on va tester différentes techniques de plantation, que ce soit, on va tester également des densités, de la monoculture ou de la polyculture. Donc, d'abord, je vais vous présenter une technique qu'on appelle la technique de la micro-bouture. Donc, sur ce tableau, vous voyez… Ah, je ne peux pas. Ah si, c'est bon. Vous voyez qu'on travaille avec différentes tailles de micro-boutures qui varient de 5 à 15 cm environ. Et on travaille avec différentes densités de plantation. Et également, on va tester différents clones ou cultivars de saules et de peupliers. Donc, c'est une technique qui est tout le temps la même. On va travailler sur un lit de compost d'environ 10 cm. On va étaler la bonne densité de micro-boutures sur ce lit-là et ensuite, on va les enfoncer une à une dans le compost. Donc là, vous voyez sur la première photo, on a Ginny qui est en train d'enfoncer une à une les micro-boutures de saule de 5 cm. La photo en dessous,
on voit des boutures un peu plus grandes, donc c'est des boutures de peuplier. Donc, nous, on dit qu'on travaille en micro-boutures par rapport à la technique de plantation. Et enfin, la dernière diapo, c'est un mélange de micro-boutures de saule et de peuplier. Donc, vous voyez les différentes tailles avant qu'elles soient enfoncées dans le compost. Donc, c'est une technique qui permet de développer des systèmes racinaires plutôt d'horizon de surface. Donc, d'aller chercher, d'aller décontaminer plutôt à peu près les 30 à 40 premiers centimètres horizon de surface de sol. La deuxième technique, c'est la technique de la bouture. Donc, encore une fois, je vous présente les différentes tailles. Les tailles de bouture peuvent varier de 15 à 50 cm. On va travailler avec différentes densités. Et également, on va tester différents arrangements de saule et de peuplier. Donc, c'est une technique qui est assez simple. On tire une ligne sur plusieurs mètres sur la taille de la parcelle. C'est des lignes qui sont espacées d'1 mètre. Et puis, au sein de ces rangées-là, on va faire des trous tous les 30 ou les 50 cm. On va remplir de compost, puis on va immerger chaque bouture à la moitié dans ces trous-là. Donc, c'est une technique qui va développer des racines un peu plus profondément par rapport aux techniques de la micro-bouture. La dernière technique, en fait, on va utiliser des tiges qui sont beaucoup plus grandes, qui ont à peu près 3 à 4 années de croissance, qui font environ 2 mètres de long. Puis, on va la décliner de 2 façons, donc soit horizontalement ou soit verticalement. Donc là, encore une fois, dans le tableau, je vous présente les densités auxquelles on travaille, puis également les différents clones et cultivars testés. Et dans la technique de macro-bouture horizontale, la technique plantation, elle se fait avec une tranchée de 10 cm. On dépose bout à bout les longues tiges, puis derrière, nous, on recouvre avec du compost. Donc également, ça va être un peu comme les micro-boutures, ça va développer des racines plus dans les horizons de surface. Et donc, on a aussi voulu décliner cette technique pour aller chercher la contamination plus en profondeur. Et dans ce cas-là, on travaille avec les mêmes types de tiges, mais verticalement. Donc là, on va prendre une tarière, on va faire un trou dans le sol le plus profondément possible. On va mettre la macro-bouture dedans, puis ensuite, on va remplir de compost. Donc vraiment, cette technique-là, on peut aller jusqu'à 1 mètre, 1,20 m de profondeur. Donc, vous comprenez qu'au final, on va combiner différentes techniques de plantation pour pouvoir décontaminer un maximum d'horizons de sol. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques résultats préliminaires. Donc, vous voyez, il y a énormément de traitements, donc je ne peux pas tout vous présenter aujourd'hui. J'ai seulement sélectionné un exemple qui, pour moi, est un des plus intéressants qu'on a. Et après 4 années de culture sur nos sites. Donc, concernant la production de biomasse, on a 2 traitements qui sortent du lot. C'est tout d'abord le traitement avec les micro-boutures de saule. On est capable, après 4 années, d'obtenir 40 tonnes de matière sèche par hectare. Donc, et cela, quelle que soit la densité de plantation. Et puis, on a la technique de la macro-bouture verticale que je viens de vous présenter juste avant. Et on est capable de produire 32 tonnes de matière sèche par hectare. Pour ce qui est de la technique de la bouture, alors excusez-moi, je vais vous préciser, mais c'est marqué. En fait, je vous donne l'exemple pour les micro-boutures de saule Salix miabina, le SX67. Pour ce SX67, donc en mode bouture également, qu'ils soient en polyculture ou non, quelle que soit la taille des cultures et de la bouture et la densité, on a à peu près une production de matière sèche de l'ordre de 12 à 20 tonnes de matière sèche par hectare. Maintenant, je vais plutôt vous parler de l'efficacité de phytoremédiation de ces traitements-là. Donc, toujours après 4 ans de culture, on a pu voir qu'avec les macro-boutures verticales, après 4 années de culture, on est capable d'extraire à peu près 780 grammes de cuivre par hectare au niveau de la biomasse aérienne et à peu près 3,5 kg de sélénium. Pour ce qui est des micro-boutures de SX67, on est capable d'aller chercher jusqu'à 1 kg de cuivre par hectare dans les parties aériennes et à peu près 340 grammes de sélénium. Donc, ce qu'il faut voir ici, bien sûr, c'est dans la partie la partie aérienne, mais on sait également, notamment pour le cuivre, que le cuivre est préférentiellement phytostabilisé au niveau des racines. Et donc, on peut en séquestrer une énorme quantité au niveau racinaire, ce qui va limiter la dispersion des contaminants et notamment par lessivage.
Enfin, au niveau des diminutions des concentrations des contaminants problématiques que j'ai abordés au début de la présentation, on a vu des diminutions, notamment au niveau de ce qu'on appelle des hotspots, donc des tranchées d'échantillonnage où on avait les niveaux les plus élevés. Et on a observé des diminutions significatives de ces contaminants, donc entre 55% pour le cuivre et 24% pour le sélénium, 34% pour les hydrocarbures pétroliers et de 50 à 90% pour certains HAP. Donc, ce qui montre quand même qu'on a des résultats assez intéressants. Maintenant, ce que je vous disais au début de la présentation, la deuxième phase aussi, elle est là pour nous permettre d'optimiser le procédé. Donc, pour cela, on va pouvoir agir sur différents paramètres et notamment sur la croissance, parce que plus les plantes vont produire de la biomasse, mais plus elles vont être aptes à extraire et dégrader des contaminants. Donc, la première façon de faire, c'est d'essayer d'améliorer le statut nutritif des plantes, donc pour favoriser leur croissance. Donc, pour cela, on fait des campagnes d'application d'engrais avec des granules à dégagement lent de l'ordre de 100 kg d'azote par hectare. Et donc, le but, c'est de favoriser, de booster la croissance des plantes. Et également, cette année, on a un projet de maîtrise qui va débuter cet été et qui a pour but d'étudier les effets de différentes combinaisons d'amendements organiques qui vont être sous forme de matières résiduelles fertilisantes telles que le compost ou différents types de fumier. Et puis, ces amendements organiques, on va les supplémenter ou non avec un engrais minéral. Donc, nous, notre but ici, c'est vraiment de combiner différentes formules fertilisantes, déjà pour améliorer la qualité structurale du sol. Je ne sais pas si c'est très représentatif dans l'image ici, mais vous voyez, c'est vraiment très, très minéral, très rocheux. Il y a très peu de matière organique. Donc, on a quand même un sol aussi qui est très argileux, qui retient beaucoup l'eau. Donc, notre but, c'est quand même d'améliorer la structure tout en apportant une diffusion d'éléments nutritifs à différentes vitesses de libération pour les plantes. Et à la fin de ce sujet de maîtrise, on espère avoir sélectionné une formule qui est optimale pour la croissance des plantes et donc, in fine, qui sera optimale pour augmenter les capacités phytoremédiatrices des plantes. D'autres paramètres sur lesquels on peut agir, c'est des cycles de recépage. Donc, en fait, on sait que quand on va couper la plante aux 2, 3 ou 4 années, on va avoir une rejuvénilisation de la plante. Donc, on va avoir une production de biomasse qui va être très accrue une fois qu'on aura recoupé les plantes avec des cycles réguliers. Et donc, qui dit rejuvénilisation dit production de biomasse et encore une fois, un rendement d'extraction et de dégradation des contaminants qui va être beaucoup plus importante. Donc, on fait des essais et le but, ça va être de sélectionner le cycle de recépage qui sera le plus adapté pour chacun des types de traitements. Une autre chose dont je vous ai parlé dans la présentation, c'est qu'on testait différentes densités de plantation. Donc, ça peut avoir un avantage. Par exemple, je vous ai dit que pour les micro-boutures de saule Salix SX67, on n'avait pas vu d'effets significatifs, de différences significatives selon la densité de plantation qui pouvait aller c'était de 500 000 à 1,2 million par hectare de micro-boutures. Donc, en fait, on voit que des fois, ce n'est pas parce qu'on va planter plus densément qu'on va avoir une meilleure croissance et donc on peut faire aussi des économies en termes de quantité de biomasse à planter. Et enfin, on va aussi également tester différents assemblages de végétaux ligneux, donc que ce soit différents cultivars de saule entre eux ou du sol avec du peuplier. Mais également, on va ramener des espèces herbacées, notamment pour les espèces herbacées de type trèfle et luzerne, donc des engrais verts pour nourrir le sol. Maintenant, on sait qu'il existe différentes façons d'exploiter ce type de projet de phytoremédiation parce qu'au-delà du fait qu'on veut que ça décontamine, c'est des projets, la phytoremédiation, ça peut mettre de 5 jusqu'à 15 années là, selon les problématiques pour décontaminer un sol. Donc, on ne peut pas juste laisser un projet juste à décontaminer. Le but, c'est d'amener une multifonctionnalité autour de ces projets-là.
d'exploiter un maximum de choses avantageuses pour la collectivité notamment et au niveau économique aussi. Donc, ce qui peut se faire, Béatrice en avait parlé un petit peu là sur la valorisation, mais on peut utiliser la biomasse produite, on peut la valoriser de différentes façons. Si on regarde juste à petite échelle, admettons, juste avec les 4 hectares qu'on a, on pourrait développer des partenariats avec des industries locales, notamment qui pourraient utiliser le bois produit comme bois de chauffage, admettons, pour des petites serres qui seraient implantées sur les sites ou à proximité, ou développer un artisanat autour du bois d'osier aussi. Puis après, c'est sûr que si on arrive à avoir plus de friches industrielles et plus de plantations, de phytoremédiation, on pourrait intégrer des réseaux, notamment dans tout ce qui est produits biosourcés, les biodiesels. Donc, valoriser cette biomasse-là, également faire du bois raméal fragmenté, etc. Une autre façon aussi de voir ces projets-là, c'est que quand on implante nos dispositifs, on intègre des éléments d'architecture du paysage. Donc, on va installer des fleurs, on va faire des allées, on va essayer de planter ça pour rendre tout ça joli et agréable pour que les gens puissent venir se balader sur les terrains. Et on en voit vraiment souvent qui sont là, qui viennent nous rendre visite, qui viennent discuter avec nous et qui apprécient ces îlots de fraîcheur-là aussi parce qu'on est dans des zones, comme vous avez vu, beaucoup de bitume. Il fait beaucoup plus chaud là, dès qu'on sort de nos rangées de sol. Là, on sent la différence de température. Donc, c'est important aussi d'intégrer de la verdure dans ces quartiers de friches industrielles. Et la verdure qui est accessible aux riverains surtout. Puis, ce qu'on aimerait aussi, c'est développer des projets sociaux, notamment des projets d'agriculture urbaine qui pourraient se faire hors sol, dans des bacs. Pourquoi pas des bacs qui seraient faits en osier avec un géotextile à l'intérieur. Et également comme des zones éducatives pour sensibiliser les gens donc, aux enjeux de la décontamination. Donc, on a déjà organisé des visites à des niveaux de cégep, à des écoles d'horticulture et également aux amis du jardin botanique qui viennent souvent nous rendre visite. On leur montre ce qu'on fait, puis en même temps, on leur montre qu'il y a d'autres façons de faire pour décontaminer et que ça peut apporter plein de bénéfices. Et enfin, pour nous, mais même pas que pour l'Institut, donc c'est une espèce de recherche appliquée à ciel ouvert là, qui nous permet de voir l'efficacité réelle, en conditions réelles, du procédé de phytoremédiation. Et également, on peut greffer à tous ces projets-là des projets collaboratifs, notamment faire des inventaires de biodiversité et essayer de mesurer aussi tous les bénéfices écosystémiques autour de ces projets-là. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une valorisation possible, que ce soit au niveau économique, environnemental ou social, de projets de phytoremédiation à grande échelle. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis je serai ravie de répondre à vos questions. Excusez-moi aussi, je voulais remercier toute l'équipe qui travaille avec nous et depuis 2016, notamment Cédric du Sofrenet qui a commencé le projet avant moi, Amida aussi qui travaille sur ce projet, puis toute mon équipe, Ginny, Marc, etc. Enfin, je ne peux pas citer tout le monde aujourd'hui, mais je remercie tout le monde pour leur travail acharné, quelles que soient les conditions météorologiques. Merci beaucoup, Amandine. Bon, alors là, il est un petit peu passé de 11 heures. Je ne sais pas si... Est-ce que je peux me permettre, là, je parle aux organisateurs, de prendre 1 ou 2 questions, vous pensez? Est-ce que ça va? Je pense, Michel, que tu veux prendre les questions que tu veux. Ouais. Jusqu'à 11h15, 3 minutes de questions. D'accord. Bon, alors, il y a eu beaucoup de questions qui sont venues suite à la dernière présentation. D'abord, pour Amandine, là, il y a Isabelle Auclair là, qui se réjouit de ton statut à l'IRBV, bravo, mais qui a aussi des questions. Elle se demandait pourquoi mettre 5 cm de compost. Est-ce que tu peux répondre à ça? C'est plus 5 à 10 cm. Là, c'est quand même un lit assez épais parce que si on ne les recouvre pas, elles vont sécher rapidement. Elles ont très, très peu de réserve parce qu'elles sont de petite taille. Donc, il faut qu'on les enfonce pas trop profondément non plus. On sait qu'il y a quand même des endroits, ça va mieux marcher à une certaine profondeur. Donc, c'est pour ça qu'avec les essais préliminaires qu'on a fait, on a vu qu'à peu près 5 à 10 cm, c'était optimal. C'est bien. Il y a quelqu'un qui a préféré garder l'anonymat, mais qui dit bravo pour votre implication sociale et en recherche et développement. Vous êtes une équipe formidable, enfin une belle équipe.
C'est pas moi qui ai écrit ça, mais je passe le message à toute l'équipe et à ceux qui ont présenté aujourd'hui. Merci pour le commentaire, ça fait plaisir. Puis je pense effectivement qu'on a une très, très belle et dynamique équipe qui touche à plein de choses intéressantes. Il y a une question encore d'Isabelle Auclair qui demande quelle machinerie vous utilisez pour couper les saules. Est-ce que, Amandine, tu es capable de donner un petit mot là-dessus, évidemment? Oui, là, c'est sûr qu'on ne plante pas on a planté 1 hectare par année, donc on est capable de le faire pas mal en mode manuel. Mais c'est sûr qu'en pépinière, là, notamment les boutures, ce sont des machines qui passent dans les allées, donc il y a une possibilité de mécaniser le procédé. Mais nous aussi, on voit l'application, donc en touchant aussi aux choses, aux plantations, on arrive à voir, OK, peut-être que la macro-bouture, c'est une technique qui produit beaucoup, mais à mettre en place, ça va demander une mécanisation assez particulière. Donc après, ce qui est chouette aussi avec ce projet, c'est qu'on peut faire des simulations de coûts en disant peut-être on dépollue plus vite, mais à l'implantation, est-ce que ça coûte plus cher? Donc, c'est toujours la balance bénéfice qu'il faut voir et efficacité. Donc, c'est pour ça qu'on fait des projets pilotes, pour essayer de voir tous les aspects de cet univers. Oui. Si je peux, en complément d'information, sur d'autres projets, entre autres qu'on a fait à Varennes, en phytorémédiation, on avait des sites plus grands et plus d'uniformité dans les dispositifs. Et là, on récoltait avec des instruments qui existent, avec des équipements qui existent, qui sont pour lesquels il y a des entreprises, des compagnies qui sont détentrices de ce genre d'équipement. Donc, il y avait ce qu'on appelait un bio-baler. Hein. Donc, c'est un équipement qui coupe des tiges et qui en fait des ballots, donc des ballots de saule. Et puis, on avait un autre groupe aussi avec qui on travaille. Les gens de Ramea Phytotechnologies dont j'ai parlé sont équipés de plusieurs types de récolteuses et ça prend des récolteuses assez robustes, mais qui depuis ont été développées. C'est effectivement un petit problème au sens où cette machinerie-là, elle n'est pas disponible partout, mais il y a quand même quelques entreprises qui font de la récolte de ce gros matériel. La production de ça, on est parce que, non, tout le monde. Auriez-vous évalué la contamination de la faune par les plantes qui accumulent des contaminants? C'est intéressant. Amandine, est-ce que tu veux répondre à ça? Pour le moment, non. Mais c'est comme je dis, comme on dit, c'est un laboratoire à ciel ouvert. Donc, on essaie de développer aussi des collaborations parce qu'à l'Institut, il y a aussi des gens qui font des inventaires au niveau biodiversité. Donc là, je vous présente vraiment le côté plante, mais on essaie de faire des collaborations pour tirer un maximum de données, même au niveau donc, de l'impact faunique. Oui, si je peux me permettre en complément, il y a une étude qui va commencer cet été où on va avoir aussi des récoltes surtout des parties florales des saules, donc au printemps, et d'autres espèces qui poussent sur le site pour voir de quelle manière peut-être ça pourrait se retrouver dans les miels. Et donc, on va travailler avec une OBNL qui s'appelle Miel Montréal pour faire un petit complément d'information et voir comment nos friches industrielles colonisées par différentes plantes, mais beaucoup des saules, peuvent représenter un risque de dispersion de la contamination. C'est un souci qu'on doit avoir, mais dont on va s'occuper par ce projet. Et peut-être j'ai vu, il me semble, une question pour, oui, peut-être pour Camille. Il y a Apolline Benoît, qui écrit son nom comme Patrick Benoît d'ailleurs, peut-être ta sœur. Pourquoi pas. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres que dans les lixivias, par exemple le pH ou des molécules toxiques qui pourraient affecter la croissance des saules? Est-ce que tu peux répondre à ça, j'imagine? Oui, définitivement. Là, en fait, ça dépend vraiment du type de lixivia. Comme nous, c'est un lixivia provenant d'un certain lieu d'enfouissement technique. Il n'y avait pas d'autres contaminants principaux. Puis aussi, si un lixivia, il va avoir déjà subi des traitements primaires, en fait, avant d'être dans les saules. Habituellement, c'est vraiment juste inondation plus azote qu'on cible comme contaminants qui peuvent avoir un impact. Mais ça peut arriver qu'il y ait d'autres contaminants qui peuvent être utilisés, qui peuvent être pris en compte là, dans les lixivia.
Tout à fait. En complément, en parallèle de ce qui se fait avec des étudiants de la Polytechnique, il y a des étudiants de maîtrise qui font un travail dans notre phytozone. C'est une espèce de phytotron qu'on a sur le site du Jardin botanique et on regarde les conséquences du traitement des sols et d'autres espèces de plantes qu'on pourrait éventuellement utiliser, mais avec un lexivia jeune, donc qui est beaucoup plus chargé par des contaminants. Sur les sites d'enfouissement, on fait des distinctions entre les cellules d'enfouissement qui sont plus vieilles et plus jeunes quand elles sont plus récemment traitées, donc les cellules d'enfouissement, donc quand c'est moins traité depuis longtemps ou enfoui depuis longtemps, le lexivia est plus chargé en différents contaminants et probablement plus toxique aussi. Et on regarde aussi ces aspects-là à une échelle plus expérimentale pour l'instant. Et bravo à toute l'équipe, merci. Oui. Peut-être une question qui s'adresse à toute l'équipe, peut-être aussi en lien avec la présentation de Béatrice. Est-ce que vous avez, à date, là, vous travaillez en monoculture principalement, est-ce que vous avez regardé la possibilité pratique d'introduire des plantes hyperaccumulatrices entre les rangées de saules ou des trucs comme ça? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez fait à date ou vous êtes juste vous êtes juste en préparation pour en arriver à ce genre de système-là? Peut-être que Béatrice pourra complémenter, mais oui, on a travaillé avec des plantes. Tu sais, ça fait partie des travaux qu'on fait aussi de regarder le compagnonnage et puis la possibilité de mixer ou de marier des plantes avec des développements différents puis des capacités phytorémédiatrices différentes. Souvent, ce qu'on constate cependant, c'est que la croissance des sols étant très rapide, les plantes sont souvent ombragées. Il y a des plantes qui seraient très bonnes pour des hyperaccumulatrices, mais leur performance est assez sont assez réduites à l'ombre et donc ça cause des problèmes. Cependant, on a aussi d'autres espèces de plantes avec lesquelles on travaille, tu vois, comme certaines légumineuses, là, entre autres du trèfle, qui semblent très bien se combiner facilement avec les sols. Ils n'ont pas des capacités d'accumuler tellement des métaux, les trèfles avec lesquels on travaille. Par contre, ils amènent dans nos parcelles des choses qui sont pertinentes, c'est-à-dire un apport, ce sont des légumineuses, donc peuvent fixer l'azote atmosphérique puis amener de l'azote au sol. Et ça, c'est un complément intéressant parce que sur les friches industrielles, oui, il y a la pollution qui freine le développement des sols, mais il y a aussi et surtout les conditions extrêmes de ces sites-là qui sont minéralisés, compactés, pauvres en matière organique. Et donc, tout ce qu'on peut ajouter qui permet une meilleure croissance favorise aussi le développement, puis donc nous permet d'arriver à nos fins de décontamination. Donc, c'est en cours. On fait, puis à plus petite échelle expérimentale, on a fait des combinaisons avec des brassicas, entre autres, et tout ça, avec des résultats intéressants, mais peut-être pas tellement applicables d'un point de vue opérationnel. Il y a une étudiante, Alina Masnel, qui a terminé son mémoire de maîtrise et on a une publication qui vient d'être acceptée chez Chémosphère, qui faisait justement des comparaisons avec des mélanges de plantes hyperaccumulatrices et des sols. J'imagine que tu ne peux pas planter n'importe quoi non plus. Là. Il doit y avoir des règles pour ça, les plantes, les comestibles notamment. On ne veut pas que quelqu'un se pointe sur le terrain, parte avec une citrouille. Non, ben c'est ça. Tu vois, il y a souvent les gens me parlent de tournesol. Ben, on évite ça justement parce que il y a la dispersion possible par les rongeurs, les écureuils ou je ne sais pas quoi. Et c'est ça, les graines de tournesol. On ne veut pas que ça se retrouve dans la bouche des enfants qui viennent marcher sur les sites. Alors, oui, il y a des préoccupations de cette nature-là aussi. Alors, je sais pas. Si je peux me permettre, j'allais justement dire que les hyperaccumulatrices, c'est surtout pour une autre sorte de stratégie de décontamination. Il faut sûrement souvent plus avoir un objectif pour récolter les hyperaccumulatrices, puisqu'elles sont toxiques, puisque cette matière-là est toxique. Donc, on voit par exemple en France qui en font des biocatalyseurs où il faut avoir un objectif pour extraire des quantités si grandes. Souvent, c'est sur des sites extrêmement pollués et extrêmement secs et tout ça. Donc, c'est vraiment pas le même contexte que de la décontamination urbaine qui n'est pas extrêmement polluée et qui est comme publique. Là. Je pense que ça. Je ne sais plus s'il y a d'autres questions, mais je pense avoir pas mal
touché toutes les questions. On en a perdu en cours de route, là. Les gens qui sont partis, ils partent avec leurs questions, on dirait. Mais en tout cas, je pense que ça fait un peu le tour ce matin de ce qu'on avait à vous présenter. C'est sûr que c'est un survol hein, de nos activités de recherche qui tournent autour de cette problématique-là et on aurait certainement d'autres choses à vous présenter. On aurait pu vous présenter d'autres volets et on en aurait d'autres éventuellement dans d'autres sessions. C'est ça, il y aura d'autres opportunités. C'est ça. Ben, ça peut être dans 7 mois, Michel. D'accord, ben, on sera ouvert parce que comme tous les laboratoires, c'est des choses qui roulent là, et dans 5 mois, on aura d'autres résultats, résultants des travaux de maîtrise et de doctorat des étudiants là, qui seront disponibles. Ça nous fera plaisir de revenir. Merci Michel. Donc, moi, à titre personnel, en tant que gestionnaire de projet, puis en ayant été un des animateurs, initiateurs avec toi de ce projet-là, je me réjouis de la bonne conduite des bons résultats qu'on a obtenus. Donc, un grand merci à toi et puis aux 3 présentatrices. Puis, je voulais remercier aussi tous les participants. Donc, je vous rappelle que ce webinaire sera disponible prochainement sur notre chaîne YouTube. Si vous avez envie de le revoir, donc vous trouverez le lien sur notre site internet rlq.teluc.ca. Donc, ça, vous allez dans l'onglet transfert des connaissances et puis dans la catégorie webinaire thématique. Et puis, pour votre information, le prochain webinaire sera programmé le 16 mars prochain. Il ne sera pas à 10h, mais à midi. Et il portera sur le thème des produits biosourcés. Donc, c'est l'autre volet du thème que dirige Michel au sein du réseau. Et il sera animé par Jean-Philippe Jacques, qui est le directeur d'Innofibre. Donc, c'est le Centre d'innovation des produits cellulosiques, et par Simon Bernabé, qui est professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, donc UQTR. Nous avons 3 présentateurs. Alors, donc, il y aura Marguerite 5 mars, j'espère que je prononce bien, étudiante à la maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQTR, qui nous parlera du traitement des eaux usées industrielles par les microalgues et des molécules biosourcées d'intérêt qui peuvent être produites à partir de ces microalgues. Nous aurons également Michel Boivin, étudiante à la maîtrise en biologie cellulaire et moléculaire à l'UQTR, qui nous parlera de la valorisation des résidus forestiers pour la production d'extractifs bioactifs et de leur application dans l'agriculture urbaine. Et enfin, Zachary Chaillet, étudiant en génie industriel, qui est au cégep de Trois-Rivières et qui nous parlera de la conception d'un panneau structurel biosourcé. Donc sur ce, encore un grand merci à tous et à bientôt en espérant vous retrouver en mars prochain. Merci beaucoup.